notre programme et de la liste que j'ai l'honneur de conduire, mais aussi de vous écouter. C'est-à-dire que je ne vais pas capter la parole trop longtemps. Au moment où une société fragmentée, une société en difficulté, avec des inquiétudes multiples sur tous les sujets, inquiétudes en matière d'emploi, inquiétudes en matière de tranquillité, inquiétudes en matière de sécurité, je pense qu'on doit se souvenir de plusieurs choses. D'abord que notre pays, notre ville, elle s'est construite depuis la nuit des temps dans la solidarité de ses habitants. Et ça, c'est un élément extrêmement important et qu'il faut rappeler. Et que les mutations de la société, que la société française vit aujourd'hui, que la société perpignanaise vit aujourd'hui, ce sont des mutations qu'on doit assumer et ce sont des mutations qu'on doit prendre en compte si on veut que le Perpignan de demain soit celui que l'on souhaite. Qu'est-ce que c'est que le Perpignan de demain? Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un concept concret. C'est un endroit où, quel que soit l'endroit où l'on habite, quel que soit l'âge, quelles que soient les habitudes que l'on a, on puisse, à un certain moment, se retrouver ensemble pour avoir un destin commun. Une ville, c'est quelque chose qui se développe avec l'ensemble de ses habitants. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'axe principal de la campagne électorale qui est en train de s'ouvrir, je vais l'orienter de deux manières. Un constat de la situation et l'espérance qu'on peut porter dans cette campagne. Le constat de la situation, malgré les difficultés, Perpignan est la 4e ville de France en termes de progression de sa population. 4e ville de France. Il y a avant nous Villeurbanne, Montpellier et Toulouse. Ce qui veut dire que de plus en plus, les gens viennent venir habiter et vivre à Perpignan. Je prends un exemple d'aujourd'hui. J'ai été à la préfecture à 11h pour le départ à la retraite du directeur général des finances publiques, M. Métois, qui est un monsieur qui n'est pas originaire d'ici. Eh bien, il a fait beaucoup de postes dans sa carrière, 12. Il a fait le tour de France, il est allé en Guyane, il est lui-même originaire de l'Est de la France, et il reste à Perpignan parce qu'il trouve que c'est l'endroit le plus beau des endroits où il a travaillé. Il n'y a pas que lui, le patron du Crédit Agricole fait la même chose. Donc on a un pays extraordinaire, on a une ville extraordinaire. Et cette dynamique en termes de population montre bien que désormais le choix de Perpignan pour une part importante de la population française est leur choix de destination. Perpignan, sur les 10 dernières années, a fait 7 années sans augmentation d'impôts. Perpignan est la ville la moins chère du Languedoc-Roussillon en termes de taxes foncières sur les propriétés bâties, en termes de taxes d'enlèvement des ordures ménagères et en termes de taxes d'habitation. Perpignan est la 6e ville la moins chère de France en termes de taxes d'habitation. C'est une ville où la fiscalité a été maîtrisée, et cette fiscalité a été maîtrisée parce que j'ai préféré emprunter plutôt que vous demander des impôts. Pourquoi ai-je préféré emprunter? Parce que on a trouvé une situation où les taux d'emprunt étaient historiquement bas. Ma génération, votre génération, pour certains d'entre vous, on a connu les taux d'intérêt à 14%. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que la dette moyenne de la ville de Perpignan supporte un taux de 3,2% et qu'en 9 ans, on la rembourse. Donc on a investi plus que toutes les villes de France pour renforcer l'attractivité de Perpignan. Et quand on me donne de mauvais chiffres, moi je vous donne les bons, on parle de 3 988 €, c'est le tract du Front National. En fait, la vérité, c'est 1928. Elle permet aussi aux entreprises de s'installer et aux particuliers d'acheter des logements et des appartements et des villas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on mesure notamment l'augmentation
des bases foncières, c'est-à-dire les gens qui achètent justement des mètres carrés pour construire des entreprises, etc. Perpignan est la deuxième ville la plus performante de France sur les 10 dernières années. Donc, à la fois progression de la population et progression de l'assiette foncière. Voilà des éléments positifs, objectifs, que vous pouvez contrôler. Il suffit de regarder sur le site de Bercy qui publie les comptes de la ville de Perpignan, et vous verrez que ce que je vous dis est la stricte vérité. Alors à partir de là, on a maintenant un support pour pouvoir continuer à investir. On va continuer à investir, mais la première proposition que je fais dans le cadre de cette campagne électorale, c'est que nous bloquerons la fiscalité pendant 6 ans. Fiscalité zéro pendant 6 ans. Et nous bloquerons aussi la fiscalité à l'agglomération de Perpignan. Donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pendant 6 ans. On va continuer sur la sécurité. Moi j'entends tous les jours mes opposants expliquer que les caméras de vidéoprotection, ça n'arrête pas les bandits, que ça ne sert à rien du tout, que... Mais imaginez une ville de Perpignan sans caméra de vidéoprotection. En 2013, on a identifié 7400 faits. Alors, ce n'est pas que des faits délictueux, hein, mais grâce aux caméras de vidéoprotection, on voit une dame qui tombe et on appelle les pompiers. On voit un accident, on voit des opérations en préparation, on voit des regroupements. Donc, c'est un élément de sécurité qui nous permet, bien sûr, d'interpeller rapidement les personnes quand il s'agit de délits, mais d'aider aussi, notamment quand il s'agit d'un incendie. Je prends l'exemple, quand il y a eu l'incendie face à la mairie il y a quelques années, c'est grâce aux caméras de vidéoprotection qu'on a pu sauver les personnes enfermées. Donc c'est un élément non seulement de sécurité, mais de tranquillité publique. Et sur la sécurité, je peux vous dire que c'est très performant. Je peux vous dire que nous avons présenté notre centre de vidéoprotection, parce qu'il faut savoir que dans le centre de vidéoprotection, il y a en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365, du personnel qui regarde et qui peut faire intervenir les brigades anticriminalité ou la gendarmerie. Donc c'est un élément de pacification de l'espace public considérable, considérable. Et c'est tellement performant que quasiment 60% des affaires réglées par la gendarmerie ou par la police à Perpignan le sont grâce aux caméras de vidéoprotection. Parce que les officiers de police judiciaire viennent en permanence pour regarder ce qui s'est passé. Vous avez vu l'Indépendant parler notamment d'une bagarre sur le quai Vauban. On a arrêté les types 2 jours après parce que c'était grâce aux caméras de vidéoprotection. Quand je vois M. Cresta qui nous explique, parce que ses coalitions ont voté contre les caméras de vidéoprotection, donc il dit que ça ne sert à rien. Écoutez, moi je considère que ça sert à quelque chose. D'ailleurs, même le ministre de l'Intérieur, M. Valls, dans sa ville d'Evry, considère que ça sert à quelque chose, il les a développés. Moi je peux vous dire que c'est un élément très important de la tranquillité publique. Nous avions promis la dernière fois, à la dernière élection, d'en installer 140. On en a installé 162 et on ira à 300 à la fin du mandat. Et pour être plus réactif sur la sécurité et la tranquillité publique, on a décidé avec mon adjoint à la sécurité de créer 2 choses. D'abord de créer un îlotage, c'est-à-dire que dans toutes les mairies de quartier, il y a 5 mairies de quartier, il y a désormais 5 policiers municipaux à plein temps. C'est-à-dire des policiers qui, par définition, connaissent les gens, peuvent se déplacer, etc. C'est ce que j'appelle l'îlotage. Et parallèlement à ces policiers qui sont à plein temps dans les mairies de quartier, nous avons créé une unité mobile d'intervention rapide qui s'appelle l'UMIR, et cette unité mobile d'intervention rapide a pour objet d'intervenir très très rapidement. Et elle intervient d'autant plus rapidement que lorsque l'état-major de la gendarmerie est venu visiter notre centre de vidéoprotection, il y a de cela 2 vendredis, on leur a montré en direct l'utilité, ils étaient tous là. La caméra, à un moment donné, a ciblé un véhicule et en zoomant, on a vu qu'à l'arrière, il y avait du trafic de hashish et à l'avant,
il y avait plusieurs postes volés que les types s'échangeaient pour savoir s'il fallait les installer. 4 minutes après, ils étaient interpellés par l'unité mobile d'intervention. Donc quand je dis nous allons continuer à développer notamment les recrutements de policiers formés, c'est que je considère pour ma part que c'est un élément que nous vous devons. On oublie un peu trop souvent de rappeler que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le droit à la sûreté pour tous les Français. Donc ce droit à la sûreté, malheureusement, c'est l'État qui devrait l'assurer. Parce que le premier droit à la sûreté, c'est quand même l'État qui devrait l'assurer. Et comme l'État est défaillant, eh bien, nous compensons la défaillance de l'État par ce recrutement en matière de policiers municipaux et ce développement, notamment des caméras de vidéoprotection. Voilà un peu les 3 éléments que nous allons développer tout au long de la campagne, comme on a l'habitude de dire, tranquillement. Nous, la différence avec tous les autres, c'est qu'on ne fait pas de fausses promesses. On dit les choses comme elles sont. Et on connaît les difficultés, ça n'est pas parfait. J'étais interviewé notamment par RTL il y a quelques temps, et il me disait, mais comment peut-on régler les problèmes de sécurité à Perpignan? Je lui dis, écoutez, si je savais comment on pouvait régler les problèmes de sécurité à Perpignan, c'est que je saurais les régler dans le monde entier, et donc je ne dirais rien, je développerai le brevet, je le déposerai et je le vendrai 50 milliards d'euros, parce que tout le monde serait capable de me le payer, puisque tout le monde cherche la solution. Et la solution, c'est quoi aujourd'hui, la sécurité? Non, nous y trompons pas, c'est une réponse pénale. Vous avez vu le dernier sondage où on considère aujourd'hui que les magistrats ne sont pas assez sévères. Parce que quelqu'un qui est plusieurs fois interpellé, qu'on connaît, si de toutes les manières il ressort sans sanction, ça c'est comme les gosses qui ne vont pas faire leur devoir. Si à un moment donné on ne vous se pète pas, eh bien ça ne marche pas, ils ne font jamais leur devoir. Si les gens qui commettent des délits ne sont pas sanctionnés, eh bien à partir de là, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de fiabilité dans la réponse. Voilà, je vous remercie. Ce problème, puisqu'avec la caméra qui se trouve devant la gare, on met en règle générale par jour entre 14 et 20 PV. Alors attendez, je peux vous répondre. Je peux vous dire qu'on met entre 14 et 20 PV sur l'avenue de la gare, par jour, sur les voitures stationnées devant. Comment? Parce qu'ils sont payés. Ah, le fond du problème aujourd'hui... Moi, je vois toujours les mêmes Valgarés qui prennent les PV grattés au soir, oui, et s'ils remettent de la médaille, ça n'a rien à faire. Oui, non mais le fond du problème, c'est que on le fait pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si le type est insolvable, au moins quand il va changer la carte grise, il ne peut pas la changer, il faut qu'il paye les PV. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les instructions de ma police, c'est que ce soit d'ailleurs pour les stationnements illicites, notamment, on a eu des stationnements illicites dans le Lidl, notamment pour ce que vous signalez comme problème sur l'axe de l'avenue de la gare, parce que quand ils sont sur les côtés, on ne peut pas les voir avec la caméra. Mais quand ils sont sur l'avenue de la gare, croyez-moi, on n'en loupe pas. Bon. Mais là, vous me posez un problème, c'est très intéressant que vous me posez. Ouais. Mais alors, attendez, je vais finir. Il faut en parler au préfet aussi, parce que c'est le préfet qui est compétent normalement pour ça. Comment l'État aujourd'hui peut accepter des situations comme vous les décrivez sans intervenir? Parce que le maire, moi je veux bien, mais c'est pas ma compétence. Hein. Il faut que vous sachiez que la police municipale, les personnels formés que je recrute, ils sont dans les bacs à Paris ou ailleurs, officiers de police judiciaire. Ça veut dire qu'un officier de police judiciaire, il peut rentrer là et nous demander nos papiers. Ils sont recrutés à la police municipale de la ville de Perpignan. À partir du moment où ils sont à la police municipale, ils ne sont plus officiers de police judiciaire. C'est-à-dire que les policiers municipaux, ils peuvent rentrer ici, ils ne peuvent demander les papiers à personne. Donc il y a un problème de fond dans ce pays. Vous comprenez? Parce que vous me parlez de quoi? De gens qui ne respectent pas la loi. Hein. Voilà de quoi on est en train de parler. D'une société où les gens qui ne respectent pas la loi embêtent les autres
et sont dans une situation d'impunité. Pour vous dire que j'ai des solutions. J'ai écrit notamment au ministre de l'Intérieur, M. Valls, pour lui demander de mettre à la tête de ma police municipale 2 officiers de police judiciaire. Il l'a refusé. Je demande à l'heure actuelle aux parlementaires de faire en sorte que la sécurité publique soit assurée par le maire. C'est-à-dire que les effectifs de la sécurité publique, quand vous m'avez parlé tout à l'heure, vous avez vu que ceux qui sont intervenus, c'est la police municipale. C'est pas normal. Ils sont bien moins que la police nationale. C'est la police nationale qui devrait intervenir. La police nationale m'a répondu que ce n'était pas de leur juridiction, ça faisait partie de la police municipale. C'est faux. C'est faux. Mais non, mais c'est faux. Mais attendez. J'ai avec ma courante Oui, et tout. Hein, oui, non, mais c'est faux. Aujourd'hui, je pourrais dissoudre l'intégralité de la police municipale de Perpignan, qui est payée avec vos impôts. Je n'ai aucune obligation de police à Perpignan. Aucune. Donc c'est l'État qui est défaillant. Donc moi, ma proposition aujourd'hui, c'est qu'on puisse rattacher à la compétence du maire la sécurité publique. Puisque la sécurité publique, ça me permettrait d'avoir des OPJ, des officiers de police judiciaire, et ça me permettrait d'intervenir. Parce que moi, je sais où il faut intervenir. Ce que vous me dites, on le sait tous. On le sait tous. Donc, comme il n'y a pas de sanctions derrière, si on pouvait avoir des sanctions très lourdes, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner au maire la possibilité de fixer le montant de l'amende. Comme c'est à Barcelone, d'ailleurs, ou à Gérone. Parce qu'avec des amendes à 35 € qu'ils ne paient pas, ils s'en foutent, ou à 65 €. Avec des amendes comme à Gérone à 400-500 €, ça fait réfléchir tout le monde. Alors je propose aujourd'hui que l'on rattache la sécurité publique à la compétence du maire. Qu'on garde la brigade financière, les stupes, la police judiciaire au niveau de l'État, mais il faut la rappeler et il faut la rattacher au maire. Deuxièmement, le maire devrait avoir l'autorisation de délivrer un permis ou d'habiter ou d'exploiter un commerce. Toutes les sociétés qui ont réglé ces problèmes que vous soulevez, toutes les sociétés, la Suède, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais pas que, le Qatar, le Maroc, c'est quoi? C'est que le maire délivre le permis d'exploiter un commerce. Aujourd'hui, moi, si on décide demain de me mettre 300 kebabs à Perpignan, je n'ai pas mon mot à dire. Je vais même plus loin. J'ai eu le cas dans la bagarre de la rue Lucia, où j'ai appelé moi-même le préfet à 10 h du soir, en lui disant, monsieur le préfet, demain matin, c'était une histoire, c'était des poudres, là, c'était pas des kebabs. Et j'ai dit, demain matin, ils vont s'entretuer. Le préfet m'a dit, je ne peux rien faire. J'ai appelé le procureur de la République à 10h30 du soir. Hein. Monsieur le procureur de la République, excusez-moi, je voudrais que demain matin, vous demandiez à la police nationale d'interdire l'ouverture de ces 2 endroits parce qu'ils vont s'entretuer. Je ne peux pas le faire, monsieur le maire. Donc le matin, à 7h moins le quart, c'est la police municipale de Perpignan qui n'est pas compétente, qui est allée pour dire au type, vous ouvrez pas les 2 endroits. Donc est-ce que vous trouvez que c'est normal, cette situation? Moi, les épiceries de nuit, comme vous, je sais que ça n'a d'épicerie que de nom. C'est pour vendre de l'alcool. Je ne peux pas fermer les épiceries de nuit. Pourquoi? Le maire de New York, il peut fermer les épiceries de nuit. Pourquoi le maire de Perpignan ne peut pas le faire? C'est comme ça qu'il a réglé les problèmes à New York. Donc aujourd'hui, il y a un problème de compétence, madame. Et ce problème de compétence, il faut que vous nous aidiez. Parce que nous, on le porte, ça. On ne porte pas, ah oui, tout le monde est très beau, tout le monde, les gens sont gentils, on peut attendre 20 minutes en attendant qu'ils mangent son kebab, etc. Parce que c'est porté quand même par d'autres personnes que nous. Nous, on essaie de construire une sécurité accessible. Et sur l'impasse du Conflent, on va faire des opérations de coup de poing. Mais ce qui me manque, c'est que j'aimerais bien confisquer les véhicules, je n'ai pas le droit. Alors que le préfet a le droit. C'est en cours. J'ai toute une réflexion aujourd'hui sur l'ensemble même du bâti ancien. J'avais les gens dernièrement de la rue Foy, et donc on a tout un programme d'installation des containers enterrés partout, même dans le bâti ancien. Même dans le bâti ancien.
Sauf que bon, il faut... Et puis après, la difficulté qu'on a, je ne la cache pas, c'est que tout le monde veut des containers enterrés, sauf dans chez lui. Hein, je prends un exemple, j'ai une pétition en cours, en plus, ce sont des gens que je connais très bien, sur la rue du Castillet, juste à côté de la maison de l'architecte des bâtiments de France. Mais bon, tout le monde a été d'accord pour installer les poubelles à cet endroit-là, d'ailleurs enterrées, elles sont à côté de l'architecte des bâtiments de France, sauf que la personne qui se trouve juste à côté, maintenant, elle nous attaque parce qu'elle dit qu'elle n'a pas été concertée. Bon, c'est très, très compliqué. Sauf que on installe environ 120 à 130 containers enterrés dans la ville, et on va continuer, même dans le bâti ancien. Parce que dans le bâti ancien, souvent, les opérateurs qui nous enlèvent les containers enterrés nous disent, ou qui nous placent les containers enterrés, nous disent c'est pas assez rentable. Et je vais vous expliquer pour ça, mais ça c'est quelque chose que je vais changer. C'est qu'il y a malheureusement 3 types de commandements sur la collecte. Il y a l'agglomération, il y a 2 prestataires. Un prestataire qui s'occupe des verres et un prestataire qui s'occupe des cartons. Et donc ça pose un problème de coordination. J'ai pris la décision de dénoncer au 31 décembre 2013 l'ensemble de ces contrats. Et si je suis réélu, je vais regrouper sur un seul prestataire l'ensemble de ces contrats, c'est trop compliqué. Ce n'est pas les mêmes heures en plus. Donc là, on va en revenir à une unité d'action, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant, et ce n'est pas satisfaisant partout. Donc là-dessus, on va s'y attacher. Enfin, de toutes les manières, je vais vous dire, moi je suis convaincu en la matière que, comme pour la sécurité routière, on est passé par hasard, pas par hasard, il y a 20 ans, de 17 000 morts en accident de voiture à 3 000 aujourd'hui. Comment? Les radars, les sanctions et les PV, parce que les Français, ça marche qu'à ça. C'est malheureux, mais ça marche qu'à ça. Voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un programme avec le préfet, parce que ça, je ne peux pas le faire. J'aimerais le faire. Vous savez, les radars flash, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'installer les caméras de vidéoprotection, mais je n'ai pas le droit d'installer les radars flash. Et je peux vous dire que les radars flash, c'est très efficace. Sur l'avenue Paul-Lalu, on l'a quasiment pacifié. Sur l'avenue Roudère aussi. Parce que là, ça ne fait pas de cadeau. Hein. Vous passez trop vite ou vous passez au feu, ça vous... Mais sur l'avenue de la gare, il en faudrait un. Oui, non mais... Oui, le fond du problème, c'est que c'est compétence du préfet. Donc j'ai aujourd'hui 17 endroits en demande de radar flash. Et puis ça dépend du préfet. Là aussi, si c'était la mairie de Perpignan, ce serait déjà fait depuis longtemps. On connaît tous les endroits. Roudeil où les enfants traversent, c'est pas respecté, je les connais tous. Comme je crois que vous connaissez bien le président de l'Agglo qui vient de temps en temps manger chez vous, je pense que vous pouvez lui en parler. Hein? Je ne vous cache pas que je ne ferai pas l'économie d'une vraie réflexion là-dessus. Je suis persuadé qu'il faut inverser le sens. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Mais bon, j'ai déjà fait beaucoup de choses qui... Non, je suis persuadé. Aujourd'hui, quand on regarde comment ça se passe, alors, à l'époque, il avait fait une réflexion avec plus un site propre qui remontait par l'avenue de Grande-Bretagne. Je ne suis pas convaincu. J'ai remis en double sens le boulevard Clémenceau, ça marche pas mal. Je pense qu'on peut pacifier la circulation en ville. Maintenant qu'on sort par la rocade ouest, presque 30% des flux qui n'avaient rien à faire dans Perpignan, que bientôt on finira avec la rocade est, on va être sur une circulation intra-perpignanaise. Je pense qu'on peut sans aucun problème inverser le sens et même mettre le double sens. Alors, merci pour cette question. L'intégralité de la gare de Perpignan nouvelle, du parking de presque 1000 places, 960, des hôtels, des commerces, de tout, a été financé par une société privée qui s'appelle Metrovacesa. En fait, c'était Sacresa qui est devenu Metrovacesa. La ville de Perpignan
dans cette affaire, a fait une affaire extraordinaire. J'ai vendu les droits à construire qui leur a permis de faire la gare, c'est-à-dire en moins pour vos impôts, à 275 € le mètre carré, et ils ont construit la gare, elle leur a coûté 127 millions d'euros. Ça n'a pas coûté un centime aux Perpignanais. La seule chose qui a été financée avec les recettes des droits à construire que j'ai vendus, ça a été le passage qui permet de passer du nord au sud, qui est un passage aujourd'hui de bonne qualité, parce qu'on voulait faire un tout petit truc où personne ne serait allé parce que c'était inquiétant. Or là, c'est la seule chose qui a été financée par la ville. Ce financement de cet aspect-là a coûté 7 millions d'euros, sauf qu'en face, j'ai vendu pour près de 6 millions d'euros de droits à construire. Investissement totalement privé. Voilà. Et je peux vous dire aujourd'hui que ce soit le maire de Nantes, qui est le nouveau Premier ministre, ou que ce soit le maire de Montpellier, m'ont tous demandé comment on avait fait, parce qu'eux, ils n'ont pas construit leur gare TGV, ils sont obligés de les construire, à Montpellier notamment, sur fonds publics, en augmentant les impôts.